Good morning. Le juge président, bonjour monsieur le témoin, bonjour à tous. Monsieur le Président, Good morning. Before I start, Avant de commencer votre interrogatoire par les parties, nous avons quelques consignes préliminaires à vous donner. Tout d'abord, nous souhaitons que vous décliniez votre identité. Quel est votre nom de famille? Quel est votre nom et votre lieu de naissance? je suis Koulibaly Minafé Joseph, né le 18 avril 1979 à Katioula, Tabouana. Père Koulibaly Tafoche, mère Touré Nana, tous originaires de Katioula. no, doesn't matter. You are Ivar. Peu importe, vous êtes ivoirien, vous êtes ressortissant ivoirien. And can you tell us also your ethnicity? Quelle est votre ethnie et quelle est votre religion? Catholique. And what was your occupation? Quelle était votre profession au moment de la crise? Et je fais référence à la fin 2010, début 2011. Terre. Militaire, soldier in which? Militaire, c'est-à-dire soldat au sein de quelle division, de quelle armée, de quelle compagnie? Est-ce que vous pouvez être plus précis? Et quel était votre grade? J'étais brigadier au sein de l'artillerie au Baza. Okay. And today? Très bien. Et aujourd'hui, quelle est votre profession? Je suis au groupement ministériel des moyens généraux. Can you please repeat because it? Pourriez-vous répéter votre réponse? Les interprètes ne vous ont pas compris. Vous avez dit quelque chose militaire. Sergent au groupement ministériel des moyens généraux. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous allons vous appeler monsieur le témoin. Nous n'allons pas utiliser votre nom. C'est ce que nous faisons avec tous les témoins. C'est la pratique de cette cour. Si, à quelque moment que ce soit, vous avez une question dont vous souhaitez nous parler, vous me faites signe et nous allons vous entendre ce que vous avez à dire. De plus, sachez que si à un moment ou à un autre, vous souhaitez donner une réponse que vous ne souhaitez pas donner en audience publique, c'est-à-dire vous ne voulez pas que tout le monde puisse l'entendre, vous pouvez me le demander. Nous passerons à huis clos partiel si cela est nécessaire. Est-ce que vous comprenez cela? Huis clos partiel, ça veut dire que seules les personnes qui sont dans cette salle peuvent entendre votre réponse. Another thing I want to tell you before. Avant de commencer votre déposition, je souhaite vous rappeler également que nous devons parler lentement, vous devez parler lentement, d'ailleurs nous tous devons parler lentement, ceux qui vous interrogeront comme vous devrez parler lentement afin que vous ne parliez pas en même temps, qu'il n'y ait pas de chevauchement de voix entre deux personnes. Parce que sachez que nous avons des interprètes et des sténotypistes qui doivent respectivement traduire dans notre langue ce qui se passe. Donc, dans mon cas, moi je parle anglais et vous entendez une interprétation en français et vos réponses seront interprétées en anglais. Ainsi, nous pourrons nous comprendre. C'est pourquoi je vous demanderai de parler lentement, comme je suis en train de le faire maintenant, afin d'aider les interprètes et les sténotypistes qui transcrivent ce qui est dit. Si je vous fais un signe de la main, sachez que vous êtes en train de parler trop rapidement et vous devrez alors ralentir. En ce qui concerne votre déposition, vous savez que vous êtes témoin devant cette cour. Notre chambre a été constituée afin de connaître de l'affaire le procureur contre messieurs Gbagbo et Blé Goudé,
vous le savez certainement. Et donc, vous avez l'obligation, en tant que témoin, de répondre aux questions qui vous seront posées par les parties. Vous allez devoir y répondre donc, sur la base de vos connaissances, et vous devez dire la vérité. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que vous comprenez cela? OK. Très bien. Vous êtes ici en tant que témoin. Et en tant que témoin, votre rôle est d'aider la Chambre dans sa recherche de la vérité. Et comme je l'ai dit, la vérité, c'est la seule chose que vous êtes tenu de dire. À cet effet, je vous demanderai de lire à voix haute la formule qui se trouve devant vous, qui est en fait l'engagement solennel de dire la vérité. C'est les textes de la Cour qui l'exigent. Je vous demande donc de lire à voix haute ce que vous avez devant vous. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. OK, thank you very Très bien, je vous remercie. Je pense que votre interrogatoire par l'accusation va commencer maintenant. Donc, je donne la parole à monsieur le procureur. he starts with the question, putting questions. Interrogera en premier lieu. Monsieur Demirjian. Merci, monsieur le président. Bonjour, madame, monsieur les juges. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés très brièvement hier, mais je me représente. Mon nom est Alexis Demirjian et j'ai quelques questions pour vous concernant ce que vous avez vécu en l'an 2010 et 2011. Juste pour votre information, nous avons déjà entendu de la preuve concernant le bazar, donc nous n'irons pas dans tous les détails de votre déclaration et mes questions seront précises sur certains sujets. D'accord? Ok. Alors, vous nous avez déjà indiqué que vous étiez brigadier au sein du bazar. Donc, en quelle année est-ce que vous avez rejoint l'armée? J'ai rejoint l'armée le 1er août 2000. Et lorsque vous rejoignez l'armée en août 2000, à quelle unité êtes-vous affecté? J'ai été recruté à l'EFA de Boaké. C'est là-bas que j'ai fait ma formation. Ensuite, après la formation commune de base FCB, il y avait les élections en 2000, il y avait des discussions entre, il y avait des litiges entre le président Gbagbo. Je pense le 21 février, il y a eu une autre affectation générale où je suis ramené au 1er bataillon, à la 3e compagnie du 1er bataillon. Et c'est là que j'étais jusqu'en 2000, en 2002 où la guerre déclenchait. Voilà. J'ai été affecté au bazar en 2006, après mon stage C1 à Thierry. Très bien. Alors, parlons un petit peu de votre formation militaire. Vous avez mentionné la formation commune de base. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quelles autres formations vous avez suivies? Après ma formation commune de base à l'EFA de Boaké, je suis venu suivre la formation complémentaire de base au 1er bataillon d'infanterie en 2001. Après le CA1 au Baza, après le CA2, où même tout a été déclenché au Baza. Et actuellement, je suis titulaire d'un BA1 à Thierry, sol-sol, où je l'ai fait en 2015.
au bataillon d'artillerie sol-sol, basse à Boaké. Très bien. Revenons sur le CA1 et le CA2. En quelle année est-ce que vous les avez complétés? Le CA1, c'est en 2006, je l'ai fait. Le CA2 a débuté le 17 août 2010. Normalement, sur le message, il devait prendre fin le 17 décembre 2010. Mais quand nous avons commencé, il y a eu un arrêt de stage en faveur des élections présidentielles en 2010. Donc, nous n'avons pas pu terminer. Nous sommes restés dans cet état et puis il y a eu la crise générale, tout a été arrêté, bon, chacun s'est cherché. Ce n'est qu'en 2012 qu'on est venu composer pour le test final et que j'ai obtenu mon diplôme. Très bien. Alors donc, si je vous replace un peu juste avant les élections, en octobre 2010, vous aviez le CA1. Et pour être clair, est-ce que cela, c'est une formation pour le type d'artillerie sol-air seulement, ou bien est-ce que c'est sol-air et sol-sol? Bon, pendant la crise, les deux unités sol-air et puis sol-sol, ils étaient ensemble. Donc, on nous donnait une connaissance sur les deux armes. Voilà. Donc, je peux dire mon CA1 et CA2, c'est les deux armes, parce qu'on nous donnait toute la connaissance sur les deux armes qui étaient présentes. Très bien. Alors, pour nous situer un petit peu, si on se place au mois d'octobre 2010, juste avant la période électorale, qui était votre supérieur au sein du BASA? C'était le colonel Dadi Rigobert et il avait un surnom Rato. Et à cette époque-là, quel était votre rôle ou fonction au sein du BASA? Bon, j'étais le titre du brigadier, c'est-à-dire le grade de brigadier qu'on fait la fonction tireur. Voilà. Donc vous étiez tireur en Oui. octobre 2010. Oui. Et au sein de quelle batterie est-ce que vous étiez à ce moment, donc toujours en octobre 2010? En octobre 2010, puisque moi je suis quitté à San Pedro, j'étais à San Pedro en 2010, lorsque j'étais admis à faire mon CA2, donc je n'appartenais pas à une batterie. Je n'appartenais pas à une batterie au sein du BASA. Mais c'était mon unité, moi j'étais détaché. J'étais à San Pedro. J'étais quitté à San Pedro pour venir faire mon stage. D'accord. Donc, juste avant les élections, est-ce que, à un moment donné, vous avez été porté pour compléter une mission? Donc, juste avant le premier tour. Oui. Avant le premier tour, on m'a envoyé à Kakoro, où j'ai vécu le premier tour, le deuxième tour là-bas à Kakoro. Qu'est-ce qu'il y a à Kakro, monsieur le témoin? À Kakoro, c'est un centre d'instruction de la JR, c'était écrit centre d'instruction de la JR, garde républicaine. Et quelle était votre mission? Avant que je ne parte à Kakoro, il faut dire, ils avaient envoyé des munitions à la veille, des munitions de toutes les armes que nous avons au BASA à ce moment. Ils avaient stocké là-bas et puis le lendemain, nous sommes partis à des armes et notre mission était de rester là, surveiller ce matériel.
Avec qui êtes-vous parti à Kakro pour surveiller ce matériel? Nous étions 5. À ce moment, mon chef était le brigadier chef Mambo Pangé. Et moi, j'étais son adjoint. Et puis, une de mes classes, donc stagiaire comme moi à ce moment, Krouman, qui était le chauffeur, avec Dedi, plus un autre brigadier du bazar dont j'ignore son nom. Voilà. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez, je sais que ça fait 6 ans, est-ce que vous vous rappelez de la date précise à laquelle vous avez été envoyé à Kakro? Le 28 octobre. C'est le 28 octobre 2010. D'accord. Alors, quel genre d'armes est-ce que vous étiez censé surveiller à Kakro? Il y avait des RLM, orgues de Stalingrad, avec 2 mortiers. C'est ces armes-là que nous étions censés surveiller. Les 2 mortiers étaient de quel calibre? 120 russes. Est-ce que vous voulez dire 120 mm? Oui, 120 mm. D'accord. Avez-vous aussi à surveiller des munitions? Oui, il y avait des munitions. Donc, ça fait partie de l'armement qui était là-bas. Il y avait des munitions, des mortiers, les munitions de orgues de Stalingrad. Et savez-vous pourquoi ces armes et ces munitions avaient été envoyées à Kakro? Non. D'accord. Alors, vous êtes basé là, comme vous nous dites, au mois d'octobre, novembre et le mois de décembre aussi, est-ce exact? Oui, je suis resté jusqu'à 25 décembre 2010, date à laquelle où on m'a accusé de pouvoir former des gens à Kakro et que j'avais des coups de fil soupçonnés d'être de téléphoner avec les FAFN rebelles à ce temps, où ils m'ont relevé ce même jour, ils m'ont enfermé. Avant d'être enfermé, le chef de corps et le commandant en second, qui était capitaine Gouy à ce moment, m'a d'abord entendu à son bureau. On a échangé. Il a dit, voici ce qu'on t'accuse. Je lui ai demandé s'il avait des preuves. Il ne m'en a jamais donné de preuves. Et le soir, au rapport de 17h30, ils m'ont demandé d'aller au rapport où le chef de corps, le colonel Dadi Rigobert, est venu en retard déjà. Et quand lui on passait la ration, il a parlé et il m'a demandé de sortir. Il a levé son arme, il dit il va tirer sur moi, que moi je suis à Kakro, je forme des rebelles. Est-ce que c'est pour la mission que je suis parti? Il a remis son arme. En tout cas, c'était vraiment c'est Dieu que je priais, c'était un coup de chance, parce qu'il pouvait appuyer sur la détente, tout était fini pour moi. Après avoir fini, il a ordonné qu'on m'enferme. Ils m'ont enfermé. Et c'est là que je suis resté jusqu'à 15 janvier en prison. D'accord. Je vais revenir en plus de détails sur cette question de votre arrestation, monsieur le témoin, mais avant d'y arriver, durant cette période, donc du 28 octobre jusqu'au 25 décembre 2010, vous voulez prendre une petite pause, monsieur le témoin? Non, on peut aller. On peut y aller? Oui. D'accord. Alors, durant cette période du 28 octobre jusqu'au 25 décembre, vous nous avez expliqué que vous étiez à ce camp de la GR. Donc, à part les membres du BASA que vous nous avez expliqué, les 5
membres qui surveillaient ces munitions et ces armes. Qui d'autre y avait-il à ce camp de la GR? Il y avait des éléments de la JR. Il y avait des éléments de la JR. Et je pense qu'il y avait aussi des recrues. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de ces recrues. Est-ce que vous les avez vus vous-même? Oui, j'ai vu certains. J'ai vu beaucoup. Parce que avant qu'on arrive, 3 semaines, chose qu'on appelle, quand nous sommes arrivés, on a trouvé qu'il y avait des recrues là. On a même échangé, qu'on causait, qu'on jouait au ballon avec eux. Ils nous ont dit qu'ils ont été recrutés il y avait 3 semaines de cela, que les autres étaient allés pour les élections, et même on devait venir les chercher. On a échangé sur les formations, comment ça s'est passé, les recrutements, parce que moi, je n'étais pas au courant. Ils sont rentrés dans les détails, parce que là, avant qu'on arrive à la campagne électorale, le président Gbagbo s'était rendu, je pense, à Beauville, où un jeune homme, où il avait promis à un jeune homme de le mettre dans l'armée. Donc, c'était à cette occasion qu'ils étaient recrutés. Ils étaient beaucoup, moi je ne connaissais pas leur nom. Ce qu'on a trouvé, ils étaient malades. D'après les gens, n'avaient pas assimilé la formation. Donc, ils étaient restés là. On ne pouvait pas les utiliser. Ils étaient là, donc, pour un apprentissage encore. D'accord. Alors, dans vos échanges avec ces recrues, est-ce que vous avez appris qui les a recrutés? Bon, ils ont dit qu'ils ont été directement recrutés à la JR. À la JR qui était là-bas, c'est le président, chose qu'on appelle Deboglé qui était là-bas. Fait que le recrutement s'est passé directement. Comme c'est notre, peut-être le président a dû donner les ordres directement, on les a recrutés directement. D'accord. Est-ce que vous avez vu la formation de ces recrues? Non. 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 D'accord. Et est-ce que vous avez appris qui formait ces recrues? C'est les gens de JR eux-mêmes. C'est les gens de JR eux-mêmes. Ils avaient les formateurs, ils avaient tout là-bas. Voilà. D'accord. Avez-vous appris le nom d'un des formateurs? Les formateurs? Bon, puisque j'avais les noms, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Je les connais. On se connaît, la mère petite, on se connaît parmi nous. D'accord. Voilà. Mais à part ça, je pense que j'étais là-bas encore, j'ai eu d'autres recrues. D'autres recrues. Ils sont venus faire la visite devant moi avant que je n'ai pas d'Akakro. Ils étaient beaucoup, Ils sont venus, ils ont fait la visite du médical devant moi. Et on devait les former. C'est lorsque je suis parti de là. Donc, Yes. Mr. Demirjian, Le président, Monsieur Demirjian, si je ne m'abuse, c'est la première fois qu'on entend parler d'Akakro. Monsieur Demirjian, nous avons entendu parler de ce camp par le témoin 347 en septembre ou en octobre dernier. Est-ce que vous préféreriez que nous lui demandions de situer ce camp? Le président, oui, allez-y. et où se trouve ce camp de la GR à Akakro? C'est situé où? Akakro, je pense que c'est derrière Benjerville, environ 10 km, vers Mbato-Boaké. Très bien. Et monsieur le témoin, est-ce que vous savez si c'était un camp temporaire ou un camp permanent de la GR? Bon, moi je suis allé là-bas en faveur de ma mission qu'on m'avait confiée, aller surveiller les armes. Bon, quand nous sommes arrivés, on a trouvé des gens, qui n'étaient pas beaucoup, mais je sais qu'il y a des gens qui résistaient là, parce que tout était propre. On a trouvé des gens permanents. Mais à côté du camp, il y a un petit village qui est là.
On disait que les gens venaient là, s'entraîner, former les gens, ils partaient. Bon. Mais il y avait toujours des gens qui restaient pour suivre le camp, pour entretenir le camp. D'accord. Et vous nous avez dit que c'est à 10 km de Bingerville. Oui, environ 10 km, je ne connais pas précisément, mais environ. Ok. Dans quelle direction à peu près? Bon, quand vous arrivez à Bingerville, je pense que vous allez tout droit. La route principale, vous la prenez tout droit. Ok. Vous arrivez là-bas. On reviendra peut-être avec une carte à un moment Oh, donné ok, pour vous une situer. carte. Donc, vous avez parlé de cette deuxième vague juste avant votre départ Oui, de recrues. oui. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de Ah, recrues? là, j'avais des centaines. Ils étaient beaucoup. Ok. Et tout à l'heure, lorsque je vous demandais le nom d'un formateur, vous disiez que vous avez oublié. On a un nom dans votre déclaration Oui. que vous avez donné aux enquêteurs au paragraphe 78. Et vous parlez d'un capitaine Blé. Est-ce que ça vous rappelle quelque Oui. chose? Le capitaine Blé était le responsable du centre d'instruction. Il était le responsable, lui ne résistait pas là. Il partait, il revenait, mais lui, il venait donner les conseils, comment les gens devaient être formés, faisait la navette. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu? Auparavant, moi, je connais capitaine Blé. J'ai eu à travailler avec lui à Dalois, avant qu'il ne soit à la JE. Voilà. On se connaît, mais lui-même me connaît. Et, quel était son petit nom? Moi, il n'avait pas de petit nom. Son nom complet, est-ce que vous le savez? C'est son nom complet, que capitaine Blé, Blé que je connais, Blé. C'est tout. Ouais, Blé. D'accord. Avez-vous appris quelle était la période d'entraînement de ces recrues? Combien de temps est-ce qu'ils étaient formés? Bon, ça, la deuxième vague, ceux qui ont commencé à faire la visite devant moi, je ne sais pas combien de temps ils ont été fermés parce que je n'y étais plus. Mais ceux que j'ai trouvés là-bas avant, ceux qui sont restés, la première vague, les rescapés, ils ont dit qu'ils ont pris 3 semaines pour leur formation. En principe, la formation de base, la formation commune de base, elle dure combien de temps? Moi, Koulibaly, j'ai été formé à l'EFA de Boaké. Nous ont dit la formation FCB dure 6 mois. D'accord. Et suite à cette formation, est-ce que vous savez... Alors attendez, vous avez 2 vagues. Oui. La première vague, vous nous dites qu'ils étaient malades, qu'ils ne pouvaient pas être affectés. Vous aviez une deuxième vague. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est arrivé à cette deuxième vague de recrues? Est-ce qu'ils ont été formés? Bon, la deuxième vague, ils étaient venus en centaines de... Ils étaient beaucoup, ils étaient en train de faire leur visite là où ils sont venus me relever pour dire que voilà ce qui se passe, voilà, on te somme de ça, voilà, voilà. Donc, je ne sais pas s'ils ont été formés là ou bien qu'est-ce qui s'est passé après. Bon, là, je n'en sais rien. Ok. D'accord. Et donc, vous nous expliquez qu'avant de voir la formation, donc vous êtes arrêté le 25. Samedi 25 décembre 2010. Alors, vous nous avez déjà donné des détails à savoir pourquoi vous aviez été arrêté. Tout d'abord, qui vous a arrêté? Bon, le samedi matin, vers 8 h, c'est le lieutenant Atéminé qui est venu avec 3 personnes, un chauffeur, plus deux personnes, pour dire qu'ils sont venus me relever. Il nous a demandé qu'on aille s'entretenir entre nous, les éléments du bazar, parce qu'il y avait plein d'hommes là-bas. Il y avait des recrues qui faisaient les visites. Il y avait les gens de GIA, donc il a dit c'est notre celui seulement à Thierry qu'il va raconter. Nous sommes allés dans le dortoir où on dormait, nous nous a réunis et il a donné l'information. Avant de donner l'information, il a posé la question à mon chef de détachement qui était là, Mambo Pangé, de dire qu'est-ce qui s'est passé ici. Parce que c'est lui, on dirait, qui a appelé, qui a rendu compte.
Et il a donné l'information. Il a interrogé chacun de nous. Moi, à ma connaissance, je lui ai dit, vraiment, je ne m'y reconnais pas. C'est pas tout ce qu'on me reproche, je ne m'y reconnais pas. S'ils pouvaient me donner des preuves, ils n'ont pas donné de preuves. Et il m'a dit, bon, que le colonel Dadi est venu te chercher. Donc, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé au bazar. Ce jour même? Oui, ce jour même. On me rappelle de faire une petite pause entre questions et réponses, donc on doit ralentir un petit peu. OK. D'accord. Alors, on vous ramène au bazar et vous parlez d'un rassemblement de 17 heures. Oui. De quoi s'agit-il, ce rassemblement de 17 heures? Bon, vous savez, chez nous, l'armée, le matin, on fait le rassemblement. Et puis, il peut y avoir des rassemblements inopinés entre 11h, 14h, et puis 17h30, pour se séparer. Donc, c'est les deux grands rassemblements qui sont obligatoires, même, c'est le matin à 7h30 et à 17h30. Donc, chaque jour, c'est quotidien. Okay. Qui participe à ce rassemblement? Tout le monde, tout le personnel. Tout le personnel. Tout le personnel du bazar ou... Tout le monde. Tout le personnel du bazar, tout le monde participe. D'accord. Et là, alors, vous êtes informé par le lieutenant Atémené à Akakro, et une fois que vous revenez au bazar, vous nous avez dit que le commandant en second, Goué, Oui. vous a adressé la parole. Oui, il m'a reçu. Il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit, moi, je n'en sais rien. Mais il dit, voici ce qu'on dit de toi. Je dis, moi, je ne m'y reconnais pas. Est-ce qu'ils avaient des preuves? Qu'ils me donnent les preuves. Pas de preuves. Il m'a même donné des conseils. Il dit, tu sais, à cette période, il faut faire attention, il faut faire comme ça. Je lui ai dit, mais moi, je ne m'y reconnais pas. Si vous avez des preuves, d'accord. Mais vous m'accusez de quelque chose que je ne fais pas. D'accord. Et exactement de quoi est-ce qu'on vous a accusé? On m'a accusé de pouvoir, 1, de former des gens à Kakro, 2, de pouvoir communiquer avec les SFAFN. Voilà. D'accord. Et vous avez ensuite expliqué qu'il y a eu un échange avec le commandant Dadi. Oui, c'était au rassemblement de 17 heures, devant tout le monde, où il a levé son arme pour me menacer. Est-ce que vous avez reçu un document quelconque à propos de votre arrestation et de votre temps en prison? Oui. Il m'a envoyé un document, le capitaine Goué, quand il m'a enfermé. 2 jours après, il m'a envoyé un CR de punition pour signer. J'ai refusé de signer. Ils sont répartis ça. Sur la punition, ils avaient dit éléments de tenue de présentation correcte, mais faisant la politique. Juste pour clarifier pour les notes scénographiques, on vous a envoyé... Et puis, Goué est réparti avec la punition. Il y a un sergent-chef qui était l'adjudant du camp, qui m'ira renvoyer. Plus tard, vers les 21h, il pleuvait ce jour. Ils m'ont fait sortir de ma cellule pour que j'y signe. Il m'a demandé des conseils. Il dit, petit, il ne faut pas faire bras de fer avec ton chef. Fais ce que tu signes. Ce qui est sûr, dans la vie, si tu ne le fais pas, Dieu t'aidera. Il faut signer. Et si tu ne le signes pas, ça fait comme tu défies l'autorité. Ce n'est pas bon. Donc je l'ai signé, il est réparti à ça. C'était qui ce sergent-chef qui vous a... Siba Diwele. Wait, Mr. Witness, please. Le président, monsieur le témoin, ménagez une pause avant de répondre.
parce que l'interprète anglais est encore en train de traduire. Donc il faut que vous attendiez un peu avant de répondre. Oui, alors je voulais vous demander une clarification. Vous avez dit que vous avez reçu un CR de punition. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer au juge c'est quoi un CR? Compte rendu de punition. D'accord. Et donc, par la suite, vous êtes libéré, vous nous avez dit, le 15 janvier. Oui. Et qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes libéré? Quand je suis libéré, j'ai rejoint le bazar. Et j'étais au bazar pendant 2 semaines. On ne m'employait pas. Je fais le rassemblement. Je me couche en chambre. Puisque j'ai oublié de souligner, moi-même, ma famille était à Daloa. Quand je suis venu en stage, je dormais au bazar, je ne sortais pas. Tout ce que je faisais, c'était au bazar. Donc, on avait une chambre troupe, c'est là-bas que je logeais, je faisais tout. Donc, j'étais là. C'est après 2 semaines qu'ils ont commencé à me mettre de service. D'accord. Et une fois qu'ils vous mettent en service, est-ce qu'on vous met en service au sein d'une section ou d'une batterie quelconque? Oui. Oui. Ils m'ont muté à la 2e batterie. Et cette 2e batterie, elle était menée par un chef? Oui. Alors, lequel? Le lieutenant a terminé toujours. Et est-ce que cette batterie était spécialisée sur une arme spécifique ou bien est-ce qu'elle utilisait toutes les armes dans l'arsenal de la base du bazar? Non. On utilisait toutes les armes qui étaient présentes au bazar. D'accord. Alors, avant de traiter de vos missions, j'ai quelques questions de clarification à vous demander à propos de la structure et de l'armement du bazar. Encore une fois, on a entendu beaucoup de preuves à ce sujet, donc je ne vais pas vous demander de nous expliquer toute l'artillerie, tout l'arsenal, mais j'ai des questions très spécifiques. D'accord? Alors, tout d'abord, une batterie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est-ce qu'elle est composée? Une batterie, c'est une compagnie, comme on le dit à l'infanterie, c'est une compagnie de combat. Il y a le commandant de batterie, l'adjudant de batterie, il y a les chefs de section. Mais la batterie ça dépend de l'armement que vous utilisez dans une batterie. Et puis, chose aussi du personnel. Parce que si vous avez de l'artillerie où il y a beaucoup de personnel et d'armes, une batterie peut aller à 6 pelotons, d'autres peuvent aller à 3 pelotons, 4 pelotons, qui sont les sections. C'est les pelotons qu'on appelle sections en artillerie. Et donc, la 2e batterie Oui. qui est menée par le lieutenant a été menée. Est-ce que vous vous souvenez de combien de pelotons elle avait? Nous avons 3 pelotons. Et est-ce qu'il y avait des armes spécifiques qui étaient assignées à cette batterie ou bien elle utilisait... Enfin, peut-être que vous pouvez nous dire, est-ce que vous aviez des armes spécifiques assignées à la 2e batterie? Non. D'accord. Alors, si vous allez en mission, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous êtes armé? Comment est-ce qu'on vous assigne vos armes? Bon, chaque mission au bazar avec son arme spécifique. Hein. Par exemple, je pense que lui-même, le chef de corps, a dit, chaque soir, on allait avec, quand j'étais en stage, chaque soir, les stagiaires, on les prenait, on allait chez lui pour surveiller là-bas. On partait chaque soir avec une doucette montée sur une 4x4. Et puis,
2 canons de vin. On partait chez lui, c'est ce qui était là-bas. Et puis il y avait l'armement même du camp. Le camp était encerclé, on avait mis des positions partout au camp. Il y avait des butubes. Il y avait des canons de vin aussi. Il y avait un canon de vin aussi. D'accord. Et vous dites que ça, c'était, vous alliez chez le chef de corps d'Adi, c'était avant la période électorale? Avant, après la période électorale, j'y partais. Parce que en stage, on nous employait le soir, le matin on va au cours, le soir on nous employait pour prendre les services. D'accord. Et donc, durant cette période, donc après votre libération, lorsque vous allez en mission, quels sont le type d'armes qui ont été utilisées par la deuxième batterie? La deuxième batterie, on a eu à utiliser le mortier de 120, le canon de 20 mm, le butube, 12-7, sans oublier les Kalachnikov. Merci. Alors, Monsieur le témoin, comme je vous disais, on a déjà entendu de la preuve sur les différentes armes. J'aimerais qu'on se concentre sur le 120 mm. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette arme? Le 120 mm, c'est un mortier russe, parce qu'il y a plusieurs mortiers de 120 mm. Il y en a de rayures, il y en a de tubes lisses. Ce que nous avons au bazar à ce moment, c'était des tubes lisses. Donc, il employait et on utilisait à 5 un chef de pièce, un pointeur-tireur, un artificier, un chargeur. Et puis, bon, j'ai oublié le deuxième mot, je vais vous dire ça après si je me rappelle. Sinon, c'est à 5 qu'on utilise. Donc, c'est comme ça qu'on utilise. Chaque personne a son rôle. Le chef de pièce lui donne des rôles. Le tireur, lui, il exécute les tirs. Il aide les servants à mettre l'arme dans la direction donnée par le chef de pièce. Voilà. L'artificier, lui, confectionne les munitions. D'accord. Et le 120 mm, quel genre de tir est-ce qu'il effectue? Il effectue des tirs coupes. D'accord. Et savez-vous quelle est la portée du 120 mm? La portée maximale? Ce qu'on avait au bazar russe, sa portée maximale allait jusqu'à 6 km. D'accord. Et une fois que le 120 mm touche sa cible, quel est son rayon et son diamètre? Il faut dire le but a un rayon de 100 mètres, donc disons un diamètre de 200 mètres. Le but 120 mm. D'accord. Et dans quel genre de situation est-ce qu'on utilise un 120 mm? Il faut dire que l'armée, même toutes les armes, c'est en guerre, on utilise. C'est des armes de guerre. Peut-être pour préciser ma question, monsieur le témoin, dans quel genre de milieu est-ce qu'on utilise le 120 mm? En campagne, en campagne, ou bien pour détruire quelque chose de sensible, c'est-à-dire un dépôt de munitions, ou bien pour faire appui-feu à une troupe amie qui avance. Peut-être ils ont eu un pont, un barrage ou bien un passage obligé là qu'ils ne peuvent pas passer. Ils font appel à l'artillerie même font des boules de feu pour les accompagner dans leur progression. D'accord. Alors, j'en ai fini avec le 120 mm. J'ai quelques petites questions sur l'orgue de Staline que vous avez mentionné. Oui. Donc, après votre
votre libération du 15 janvier, est-ce que vous en avez vu des orgues de Staline au camp Aquedo du Baza? Ah oui. Il y avait des orgues de Staline. Il y avait deux sur le terrain du Baza qu'ils avaient positionné. Un en direction du 43e Bima, un autre en direction de l'hôtel de Goff. Et ces orgues de Staline, est-ce qu'elles étaient fonctionnelles? Oui. Est-ce qu'à un moment donné, les orgues de Staline, les deux que vous venez de mentionner, est-ce qu'ils ont été désactivés? Non, n'ont pas été désactivés. Okay. Y a-t-il une façon d'activer ou de désactiver l'orgue de Staline? Bon, moi-même, je n'ai pas eu à être... je n'ai pas eu à apprendre l'ordre de Staline moi-même, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, on ne m'a pas appris là-dessus. Moi, j'étais à San Pedro, c'est les mortiers de 120 nous avons là-bas, à San Pedro. L'ordre de Staline, quand je suis arrivé, c'est au Baza, je l'ai vu, donc j'avais une aperçu générale que mes amis m'expliquaient comment ça fonctionnait, ceux qui ont eu à faire la formation. D'accord. Est-ce que l'orgue de Staline a une clé, peut-être? Oui, il a une clé de tir. Une clé de tir. Et à quoi sert la clé? La clé, pour tirer, c'est une clé qu'on se sert pour tirer là. Il y a une clé pour allumer là, parce que c'est monté sur un véhicule. L'ordre de Staline est monté sur un véhicule. Donc il y a la clé même pour allumer le véhicule, il y a la clé de tir aussi, à part. D'accord. Vous nous avez mentionné le chef de corps d'Adi. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu après le 15 janvier, une fois que vous êtes libéré, quelle était votre relation avec lui? Bon, on n'avait pas de bonnes relations parce que moi, en tout cas, depuis ce temps, j'ai commencé à me méfier. J'ai pris des distances. J'étais dans mon coin. Comme je disais, bon, je ne l'approchais pas, je ne causais pas avec lui. Et donc, durant cette période après le 15 janvier, est-ce qu'il y avait toujours des rassemblements journaliers? Oui, on le faisait toujours. Est-ce que le commandant d'Adi s'adressait à ceux qui étaient présents? Et souvent, il venait s'adresser, souvent, c'est le commandant en second, capitaine Goué, souvent qui s'adresse à la troupe, la plupart du temps. Pouvez-vous nous dire un petit peu de quoi vous parlait le commandant d'Adi durant ces rassemblements? Il venait nous galvaniser à travailler. Puis, à un moment donné, parce que beaucoup d'hommes se plaignaient des services, à un moment donné, il nous a dit, bon, on aura du personnel, il va venir, ne vous en faites pas, faites ceci, que vraiment, ne baissez pas les bras. Si vous baissez les bras, si l'ennemi a le dessus, vous serez radié. Dans quel contexte est-ce qu'il vous disait ce genre de choses, que vous serez radié, que l'ennemi... Bon, ça, je pense que c'était dans le contexte de pouvoir galvaniser sa troupe. Pouvoir galvaniser sa troupe pour que les gens doublent d'ardeur. Vous nous avez dit que les gens se plaignaient et qu'ils disaient qu'il y aura du personnel qui va venir. Oui. Est-ce que là, ça s'est passé? Est-ce que du personnel a rejoint le Baza? Oui, je pense. Beaucoup même, des milliers après. Je pense que c'était dans le mois de mars, non? Oui, dans le mois de mars, il y a eu beaucoup. Bon, je ne peux pas dire le nom parce qu'ils étaient beaucoup.